Bonjour à toutes et à tous. Merci de Bonjour. prendre, ce petit temps pour parler des données de santé, pour en maîtriser les règles sans freiner l'innovation, donc pour parler de la santé et de l'innovation et plus particulièrement par le prisme de la protection des données. On va attendre, quelques minutes que tout le monde puisse nous rejoindre et puis Manon et moi-même vous présenterons ce webinaire. Donc bienvenue à toutes et à tous. Très bien, écoutez, je vous propose qu'on se lance. Donc, à nouveau, bienvenue dans ce webinaire dédié aux données en santé et à l'innovation. Notre objectif principal avec Manon aujourd'hui, c'est de vous indiquer en quoi, finalement la réglementation n'est pas un frein, mais permet une innovation qui est une innovation entre guillemets propre et respectueuse également de la confidentialité et des personnes, et donc que les objectifs peuvent se rejoindre. Alors, nous allons donc, dans cette idée, pouvoir définir ce qu'est une donnée de santé, en assimiler la protection dédiée, appréhender donc le principe d'interdiction, puisque oui, une donnée relative à la santé n'est peut-être pas une information qu'on peut traiter de la même façon que les autres, et enfin, voir les exceptions que l'on peut exploiter. Ces exceptions qui vont donc rejoindre le rang des spécificités juridiques. Donc l'idée, c'est de maîtriser les exigences qui sont renforcées en matière de sécurité et de gouvernance des données relatives à la santé. Et enfin, on pourra aborder ensemble les innovations qui traitent des données relatives à la santé et qui permettent de joindre le réglementaire et les objectifs techniques également. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Manon, que je laisse se présenter. Bonjour, donc je suis Manon Jamas-Brinas, je suis donc consultante senior au sein du pôle santé de Dépôt Consulting, donc je travaille avec Juliette Ramous, qui je laisse également se présenter. Donc, Manon a la chance de présenter ce webinaire avec sa manager. Donc, voilà. Pour vous dire quelques mots, nous faisons partie donc de DPO Consulting, une société de consulting qui assure des missions de DPO externalisées, qui a été donc créée en 2015 par sa présidente, donc Madame Marine Broglie, et qui a rejoint il y a peu le groupe Grant Thornton en tant qu'associé. Donc, nous intervenons en tant que consultante de DPO Consulting et de Grant Thornton. Je me permets quelques mots sur le pôle santé donc, de DPO Consulting by Grant Thornton. C'est-à-dire que nous sommes 4 consultants, donc 4 juristes de formation dans des domaines du droit qui sont complémentaires, nouvelles technologies, droit de la santé, droit des affaires, et qui permettent donc de s'attaquer à tous ces challenges dits médico-légaux aujourd'hui, avec une considération pratique et surtout une adaptation de la fonction de délégué à la protection des données aux enjeux des nouvelles technologies. Les données de santé, c'est le nouvel or noir, on le sait tous aujourd'hui, c'est un élément à encadrer avant d'être utilisé efficacement. Et en plus, bien évidemment, des RSSI, des DSI et des développeurs, nos nouveaux meilleurs alliés, on vous fait clairement un retour pratique aujourd'hui, nos nouveaux meilleurs alliés sont les chefs de projet, puisque dans tout ce qui est innovation basée sur des données relatives à la santé, il faut pouvoir anticiper au maximum. Ça va être le maître mot et c'est des outils qu'on va vous donner aujourd'hui pour vous permettre d'anticiper ces projets. Voilà, donc oui, votre DPO assume un rôle de stratège. C'est l'évolution également de la profession.
Pour ce faire, pour traiter donc des données en santé, en maîtriser les règles, sans freiner l'innovation, on va partir sur un plan assez classique, c'est-à-dire qu'on va commencer par définir ce qu'est une donnée de santé. L'idée, c'est qu'on parle tout de même la même langue et on va voir le cadre juridique qui lui est applicable, tout ça par le prisme d'exemples concrets. Dans un second temps, on va voir quelles sont les innovations autour de la donnée de santé et donc s'attaquer à ce qui est données synthétiques avatar et également définir le jumeau numérique et son usage, son encadrement. Écoutez, je vais commencer donc cette première partie. Évidemment, vous avez le droit et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat. On reviendra vers vous dès qu'on aura abordé donc, les premières parties, les 2 parties. Donc voilà, n'hésitez pas, on répondra à vos questions durant ce webinaire. Donc aujourd'hui, dans cette première partie, on va aborder la donnée de santé et on va débuter donc par la définition de la donnée de santé. Donc, la donnée de santé, avant tout, c'est une donnée sensible. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons, quand on parle de données, nous avons 3 catégories de données. La première catégorie, donc ça va être les données à caractère personnel. Donc, ce sont des données qui sont à peu près relatives à l'identification de la personne, donc de votre identification. Ensuite, on va avoir des données hautement personnelles. Donc, c'est la deuxième catégorie qui vont concerner des informations comme la géolocalisation, comme vos données bancaires. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont ces fameuses données sensibles. Donc, c'est une catégorie particulière puisqu'elle va nécessiter, si vous voulez, des mesures de sécurité assez importantes. Quand on parle de données sensibles, on parle d'orientation sexuelle, de condamnation pénale, d'infraction banale aussi, et aussi tout ce qui se rapporte à vos opinions politiques, philosophiques et religieuses. Et surtout, ce qui nous intéresse, les fameuses données de santé et les données génétiques et biométriques. Donc, par principe, leur traitement est interdit. Le RGPD, dans son article 9, nous indique ça. Évidemment, comme toute règle de droit, c'est un principe, mais il existe des exceptions que nous allons voir justement. Les exceptions donc, sont celles-ci, elles sont présentes devant vous. Donc, c'est tout simplement au même article, mais à l'alinéa suivant, vous avez plusieurs conditions. Il suffit d'une seule condition remplie pour que vous puissiez traiter cette donnée sensible. Donc, la première condition est lorsque la personne concernée a donné son consentement explicite. Ici, par exemple, ça va être dans le cas d'une recherche clinique. En tant que patient, on vous contacte pour une recherche clinique et vous allez donner votre consentement pour y participer. Ou encore, lorsque, par exemple, vous allez vous inscrire dans un sport ou dans un club de sport ou dans une compétition sportive, vous allez accepter que l'on puisse accéder à vos données de santé. Voilà. Ensuite, on va avoir un traitement lorsqu'il est nécessaire pour respecter des obligations en droit du travail ou de la sécurité sociale. Ici, pour vous illustrer ce cas, ça va être lorsqu'on fait appel à la médecine du travail, lorsqu'on va réaliser une visite médicale dans le cadre de notre emploi, ou alors lorsque la CPAM va vérifier l'attribution d'aide sociale. Troisième traitement possible, lorsqu'il est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne ou d'un tiers. Alors là, pour ceux qui sont dans le domaine médical, ça va vous faire rappel à vos obligations, puisqu'en fait, c'est un rappel, vous devez apporter un soin à une personne, même si elle est inconsciente. Mais là, ici, c'est pareil. Lorsque vous avez l'obligation de protéger les intérêts vitaux de la personne, vous avez le droit de collecter ces données de santé, même si la personne est inconsciente, même si elle n'a pas délivré son consentement. Quatrième cas, le traitement va être effectué dans le cadre d'activités légitimes par une organisation à but non lucratif, donc association ou syndicat. Donc là, je vais vous parler parce que c'est plus notre domaine, donc des organisations, organismes, associations en santé. Donc, par exemple, vous allez avoir des fondations médicales comme l'Institut du cerveau ou encore l'hôpital Fondation Rothschild ou encore la Fondation des femmes. Voilà. Donc, ce sont ce type d'associations, de groupes qui vont pouvoir, grâce à leur pouvoir, traiter justement ici en santé et traiter de données de santé. Ensuite, on va voir donc comme autre traitement lorsque les données sont manifestement rendues publiques par la personne concernée.
Ici, tout simplement, ça fait appel justement aux données de recherche clinique qui vont être publiées, parce que quand on fait une recherche, on publie évidemment. Et ensuite, quelque chose qui peut vous parler un petit peu à tous, c'est lorsque vous pratiquez une activité sportive, vous avez mesuré, comme moi, l'activité sur votre montre, vous le mettez sur Strava, et ensuite, vous le laissez en mode public. Bon, ben là, vous délivrez des données. Ça peut être votre parcours, votre course à pied, votre rythme cardiaque, votre allure, etc., votre zone d'allure, bon, ben ça, vous allez le mettre en public, donc ça va être visible. Et derrière, des gens pourront librement utiliser ces données. Donc, voilà quel peut être voilà, l'exemple justement lorsque vous rendez public des données. Autre traitement possible, c'est lorsqu'il est nécessaire pour la constatation ou l'exercice de défense de droit en justice. Donc là, par exemple, vous avez, je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver un accident de voiture, vous allez devant le juge parce que vous avez les deux parties qui vont s'affronter, vous allez avoir droit à une expertise médicale qui est demandée par le juge. Donc, vous allez avoir vos assureurs qui vont justement vous faire passer des visites médicales pour voir justement qu'est-ce qui se passe au niveau de ce préjudice-là. Donc, justement, c'est un exemple qui va vous permettre de constater un droit en justice. Autre traitement possible lorsqu'il est justement justifié par un intérêt public important sur la base du droit de l'Union européenne ou d'un État membre. Donc là, clairement, ça va être des questions autres, ça va être par exemple des questions politiques, par exemple quand on va gérer des listes électorales. Ou encore quand on va lutter contre le terrorisme. Pour lutter contre le terrorisme, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, on va donc récupérer des données sur des personnes, des données sur leurs convictions religieuses et encore des données biométriques lorsqu'on les suit via des caméras de surveillance. Autre traitement possible, et là j'attire votre attention là-dessus, donc c'est le traitement qui est nécessaire à des fins de médecine préventive ou de travail. Donc là, pourquoi j'en appelle à votre écoute, c'est tout simplement parce que là, ça va être vraiment un traitement qui va faire référence à l'aptitude, par exemple, pour un poste de travail. Bon, une personne indique qu'elle est malade, qu'il y a une maladie lourde et longue, on va peut-être faire une visite médicale pour justement voir si cette personne est apte à travailler au poste de travail qu'elle occupe actuellement. Ou encore, tout simplement, lorsqu'on va devoir suivre des remboursements de soins médicaux. Donc là, c'est un traitement qui va être réalisé dans ce cadre-là. Et le petit astérisque, pourquoi? Parce que ce traitement-là ne peut être réalisé, effectué que par un médecin. Donc, c'est vraiment la profession médicale qui va réaliser ce traitement et qui va pouvoir collecter ces données. Avant-dernier traitement possible, c'est lorsqu'il va être nécessaire pour des raisons de santé publique. Donc là, par exemple, on l'a tous vécu, le Covid-19, ou encore, il y a quelques temps déjà, ça va être la grippe aviaire. Donc, on va collecter des données de santé pour justement comprendre comment une épidémie va se développer et justement vérifier les nombres de malades, de patients, etc., de victimes même. Et pareil pour le sida, une politique qui est toujours d'actualité, qui évolue de plus en plus, et donc on collecte des données de santé pour voir justement l'efficacité des traitements et le nombre de patients atteints. Et enfin, dernier traitement possible, le fameux traitement qui est nécessaire à des fins de recherche scientifiques, historiques ou statistiques. Donc là, principalement, ce sont des analyses, des statistiques qui vont peut-être être utilisées dans la politique publique. Par exemple, quand on veut savoir comprendre les politiques de certaines collectivités visant le sport ou comprendre comment on va faire évoluer les freins, enfin plutôt limiter les freins à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc voilà, ça peut être tout simplement des statistiques, des évolutions pour des politiques publiques ou encore des recherches cliniques, par exemple, à vérifier l'efficacité d'un traitement contre le diabète. Voilà, c'est ce type-là de recherche et d'analyse. Donc, nous avons défini la donnée sensible, et donc maintenant, nous allons définir la donnée de santé, qui est donc une donnée sensible, comme je vous le disais. La donnée de santé, c'est tout simplement une donnée qui va être relative à la santé physique, mentale, passée, présente ou future d'une personne physique, qui va relever donc des informations sur son état de santé. Ça va concerner donc des informations sur sa maladie, sur son handicap, sur un risque de maladie, sur des antécédents aussi médicaux, un traitement clinique en cours ou encore un état physiologique ou biomédical de la personne concernée. Donc, nous avons vu le cadre qui a été défini par le RGPD, si je puis dire. Maintenant, nous allons voir avec Violette le cadre juridique et réglementaire qui va venir encadrer la donnée de santé. Alors, le
cadre juridique et réglementaire, toujours le moment le plus agréable pour tout le monde, on le sait. Donc effectivement, la définition d'une donnée relative à la santé donnée par le RGPD est, comme vous pouvez le constater, assez vaste. Le RGPD se retrouve forcément dans le droit national en France et donc il est traduit par la loi informatique et liberté. Cette fameuse loi informatique et liberté qui est citée au même niveau que le RGPD dans les mentions d'information qu'on voit à différents endroits, sur les sites internet, dans le cadre de recherche ou ailleurs, et qui est donc amendée régulièrement parce qu'il y a des spécificités en droit français. Dans le socle des réglementations applicables aux données de santé, on va forcément retrouver au niveau de la France le Code de la santé publique. Et donc ces institutions, l'ARS et l'ANSM, qui interviennent dans des domaines précis, donc pour tout ce qui est commercialisation de médicaments, mais également pour garantir une qualité de soins et qui interviennent par rapport à la gestion des patients, à l'hébergement et au secret médical, c'est-à-dire qu'on bascule de la donnée relative à la santé aux personnes finalement aptes et aux conditions dans lesquelles gérer ces données. Donc on va avoir les exigences informatiques et liberté, mais également les exigences du Code de la santé publique, en fonction de l'objectif poursuivi, bien évidemment. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, une donnée relative à la santé est une donnée couverte par le secret médical, et donc pour juste faire un rapide clin d'œil, le secret médical partagé ne permet pas pour autant de donner accès à tout et connaît des limites également. Nous pouvons faire référence dans ces réglementations applicables au niveau national au référentiel HDS, qui donc est validé par l'Agence du numérique en santé. D'accord. Ce référentiel a trait à assurer un haut degré de sécurité des données de santé, relativement à leur hébergement. L'idée, finalement, c'est de pouvoir se dire, OK, on traite des données sensibles, qui sont des données en santé, et ces données, on doit, par défaut, assurer le plus haut degré de sécurité. Donc, finalement, vous pouvez le constater, les réglementations en présence se font écho, et finalement, on peut les intégrer les unes avec les autres dans le cadre d'un projet. Le tout, c'est d'anticiper. Et oui, je vais insister tout le long de ce webinaire sur le fait d'anticiper un projet. Évidemment, l'oublié au niveau du droit national, c'est le Code de la sécurité sociale. Pourtant, il vient s'appliquer à tout ce qui est données médico-administratives, tout ce qui est finalement lié à la cotation des actes, lié à toutes ces analyses finalement de données qui vont être relatives à la santé d'après le RGPD, la loi informatique et liberté, mais qui vont quand même être finalement organisées et gérées via ce code qui finalement touche aussi à la valeur de la donnée de santé. Bien évidemment, avant de basculer donc sur le volet européen, je précise qu'en droit français, nous avons ce système de méthodologie de référence. Les méthodologies de référence sont donc des référentiels applicables à différents types de recherche clinique en fonction de leur spécificité. Donc, on va avoir forcément un ensemble de critères à remplir et donc des démarches à anticiper et à envisager pour mettre en place des projets innovants. Si nous basculons à l'échelle européenne, donc pour les juristes qui nous écouteraient, évidemment sans surprise, au niveau de la hiérarchie des normes, le droit européen va intégrer le droit national et le droit national prévoit des spécificités. Mais donc, je ne reviens pas sur le RGPD sur lequel Manon a pu un peu plus insister au niveau des définitions. En revanche, je vais vous parler un petit peu du règlement sur les dispositifs médicaux. Ce règlement, on le voit s'appliquer beaucoup dans les nouvelles innovations numériques en santé, pour la bonne et simple raison qu'il est d'une applicabilité très large également, dans le sens où tout logiciel qui va toucher des données relatives à la santé, qui aura pour viser une médecine préventive, une aide au diagnostic, une amélioration d'analyse de la donnée de santé, va avoir intégré ce RDM et lui-même posera certaines exigences de validation donc, des technologies, notamment de validation humaine des effets et d'anticipation de certains biais.
On va voir également s'appliquer l'espace européen des données de santé, qui permet un partage et un accès à des données qui sont pseudonymisées, voire anonymisées, et dans des secteurs précis et pour des usages bien évidemment limités. Que serait le droit sans le fameux RIA, donc le règlement sur l'intelligence artificielle, qui lui va venir s'appliquer aussi sur des critères de criticité et donc anticiper la mise en place d'intelligence artificielle et leur développement dans les meilleures conditions. Il génère forcément la prise de mesures complémentaires. Donc, toute solution qui va intégrer de l'intelligence artificielle va devoir se soumettre à des exigences d'analyse, de documentation, des exigences juridiques, d'encadrement des prestataires et de conception de la base de manière la plus saine possible au départ, en plus des exigences habituelles. Ça rajoute vraiment une étape complémentaire qui est à anticiper, sans surprise. Et évidemment, on va avoir le Data Governance Act qui, lui, va venir trouver son application dans tout ce qui est réutilisation de données. Si on en vient à la façon, finalement, d'agencer ces différentes exigences, on peut aborder cela par 4 grandes catégories pour la traduction, on va dire, juridique, c'est-à-dire que, enfin, pour la traduction pratique plutôt, de la mise en place d'un projet. C'est-à-dire qu'on va voir se dessiner donc des mesures organisationnelles. Ça va être une gestion stricte des accès aux données relatives à la santé, la formation et la sensibilisation des personnes qui vont manier ces données et des procédures à mettre en place pour gérer les incidents, mais également pour gérer le droit des personnes. Une donnée personnelle étant attachée à une personne humaine, elle a des droits associés. Il faut pouvoir être saisi et y répondre. Bien évidemment, on a des mesures techniques complémentaires. Les mesures techniques qui sont liées à la sécurité informatique, au chiffrement, tant des flux de données en stock qu'en transit, l'authentification avec une authentification multifacteur, donc avec plusieurs étapes pour prouver son identité. La pseudonymisation, employée au vrai sens du terme, c'est-à-dire que on va rappeler quand même cette différence. La pseudonymisation, c'est quand, avec un procédé, on peut réidentifier une personne. L'anonymisation, c'est quand le lien est rompu et qu'on ne peut absolument pas y revenir. Les mesures juridiques, bon, pour nous, au-delà du fait d'anticiper au maximum, ça va être de réaliser une analyse d'impact, c'est-à-dire d'anticiper les risques de fuite de données, les risques pour les personnes si leurs informations en santé sont utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été informés notamment. Ça va être de faire prendre à chacun des acteurs de la chaîne du flux de données ses responsabilités d'un point de vue contractuel, en fonction bien évidemment aussi des rapports de force qui peuvent intervenir entre les parties en présence, et également de suivre ce qui est lié aux certifications HDS, donc à l'hébergement, mais également l'encadrement des transferts. Le transfert de données, je rappelle que le simple accès à des données peut constituer un transfert de données dès lors que vont voir s'appliquer des réglementations à l'international. On n'a pas choisi de s'épancher sur ce sujet ce jour, mais toute innovation mettant en place diverses technologies ou partenaires ou personnes physiques présentes un peu partout sur le globe va parfois générer l'application d'autres réglementations informatiques et liberté internationales. Voilà. Les spécificités en santé, et je vais me permettre d'insister là-dessus, donc au-delà du secret médical qui couvre ces informations, en plus du secret des affaires qui peut venir sur le déploiement d'une innovation, nous allons avoir ce critère de minimisation. Là, Manon et moi-même, on va se permettre de souligner une chose. La démarche de recherche scientifique, souvent en santé, va à l'encontre de la réglementation informatique et liberté parce que la logique est différente. La logique de recherche veut qu'on prenne le maximum de données pour travailler dessus, les interpréter et finalement restreindre l'entonnoir. Au niveau de la réglementation informatique et liberté, le raisonnement est inverse, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir justifier pourquoi on prend chaque information. Donc avoir un objectif, une finalité précise pour chaque information en santé qu'on va choisir d'utiliser. Donc à partir de là, d'un point de vue, en tout cas, DPO et juridique, l'idée, c'est peut-être de décomposer parfois le raisonnement en plusieurs étapes. L'étape où, finalement, on va juste coder, on va concevoir les algorithmes, et l'étape où, en fait,
des algorithmes vont tourner, on va concevoir une intelligence artificielle, on pourra qualifier de telle parce qu'elle aura une certaine autonomie, et dans ces cas-là, on basculera d'un certain niveau juridique, enfin, de certaines étapes critiques et analyse de risque à d'autres, et comme ça, avoir un développement qui reste le plus sécure possible. Le cloisonnement, je ne m'étends pas dessus, ça va sans dire. Des bases de données saines, cloisonnées, séparées d'autres informations pour pouvoir éviter au maximum des biais. Et les durées de conservation, qui est un classique, mais d'autant plus accru, mais d'autant plus spécifique, parce qu'avec les données relatives à la santé et en fonction des innovations, on va avoir des délais qui peuvent être très longs, qui peuvent avoir des points de départ qui sont du coup repoussés dans le temps, par exemple la survenance d'un accident chimique, par rapport à la majorité d'un patient aussi, par rapport au dossier médical, et donc les délais peuvent être très longs. D'où l'importance de sécuriser, d'avoir des paliers d'archivage et de faire attention à ces aspects plus qu'avec... plus pour toutes les données, hein, bien sûr, on vous dira toujours, mais pour les données relatives à la santé, les risques sont plus importants quand on les garde, ou quand on en garde trop, ou quand on ne les garde pas correctement. Le raisonnement adopté. Alors là, on s'est permis, avec Manon et les autres membres du pôle, de vous exposer un petit peu la démarche qu'on va, nous, adopter quand on vient devant nous en nous disant « Ok, aujourd'hui, je souhaite mettre en place un logiciel, par exemple, d'aide au diagnostic pour une détection précoce de troubles alimentaires, typiquement. » Et donc, voilà. En général, c'est la rencontre entre des professionnels de la santé et des professionnels techniques qui nous donnent matière à organiser, du coup, ces développements. L'idée, c'est qu'on puisse, nous, être en mesure de qualifier, c'est-à-dire de transformer le vocabulaire médical et technique en juridique et pouvoir définir ainsi quelles sont les réglementations qui vont être applicables et entrer en jeu. On va pouvoir comme ça coordonner des exigences techniques avec les exigences juridiques et viser les mêmes objectifs, mais de manière un peu plus concrète. Une fois qu'on a qualifié et compris le projet, c'est ce qui donne lieu à une chose très simple du type fiche nouveau traitement ou explication, les échanges, les réunions de cadrage qui peuvent intervenir sur les projets. On en arrive donc à la définition des règles de droit, et là, c'est le moment de faire le point, et j'insiste là-dessus sur les ressources. Les ressources en termes de temps, en combien de temps on souhaite déployer son projet, des termes des ressources humaines, avons-nous les personnes qualifiées pour gérer les projets, et en termes budgétaires, parce qu'effectivement, en fonction du type de projet, de la façon dont on peut éventuellement le découper, on va avoir des démarches à faire auprès d'autorités, par exemple. Également, notre l'idéal idyllique, pour faire un pléonasme, c'est d'établir un plan RACI. Qui fait quoi et quand, et qui valide. Et ainsi, on peut avancer sainement et sortir des fois de moments d'urgence qui met mal à l'aise tous les professionnels impliqués sur un projet qui va être pourtant novateur et extrêmement intéressant. On en arrive donc à la phase de déploiement, et là, c'est le moment où soit on revoit, soit on conçoit les contrats adaptés, les analyses d'impact, les procédures à mettre en place, les échanges, les rapports, enfin voilà, où concrètement, on peut diffuser l'information également auprès des personnes concernées. Voilà. Pour une démarche un peu plus pratique et pour exposer un peu, nous, notre travail dans ces conditions. Donc là, on a vu dans la première partie la réglementation, l'encadrement juridique au niveau des données de santé. Maintenant, on va passer justement à la partie sur les innovations, comprendre l'utilité qu'on peut avoir avec ces données de santé et comment on va justement équilibrer innovation et justement protection de la donnée. J'en profite pour savoir si vous avez des questions peut-être dans le chat, n'hésitez pas surtout. Si vous n'en avez pas, on pourra continuer.
Alors, ces fameuses innovations, de quoi parle-t-on quand on évoque les données synthétiques, les avatars et en quoi ces notions représentent des innovations en santé? Tout d'abord, un avatar. Donc, au-delà du film, un avatar, ça va être une représentation individuelle, en l'occurrence pour ce qui me concerne, d'un patient. L'innovation finalement dans la notion d'avatar, c'est qu'en fait, on va créer un double numérique qui, de manière complètement fictive, c'est-à-dire via des modèles d'intelligence artificielle générative, on va s'inspirer du réel et créer ce double. C'est une forme d'étape antérieure à la notion de jumeau numérique sur laquelle Manon reviendra ultérieurement. Donc un avatar, l'idée c'est par exemple une Violette ou une Manon dont on va reproduire juste un double par rapport à leur dossier médical. Les données synthétiques, ça va être finalement une cohorte d'avatars, si je puis me permettre, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une cohorte de données fictives également, générées artificiellement, donc à partir de modèles statistiques et de jeux de données réels anonymisés. Donc, on prend des données qu'on anonymise, premier traitement anonymisation, et on va, grâce à des intelligences artificielles, des algorithmes, créer des cohortes. Ce qu'on avait eu la chance de voir à l'université e-santé avec Manon, c'est qu'effectivement, si on crée un dossier, une cohorte de dossiers patients de manière à faire des données synthétiques à partir de données réelles, il est très difficile pour des professionnels de santé de distinguer en fait les faux dossiers des vrais dossiers. En revanche, l'objectif de travail va être différent pour une cohorte de données synthétiques plutôt qu'un avatar. Un avatar, si vous voulez, il n'y a pas d'interaction. On va par exemple essayer de voir si sur tel type de profil, un projet de soins peut porter ses fruits ou non de manière individuelle, sans réaction et sans que ça soit attaché forcément à la personne physique au départ. Voilà. Pour les corps de données, on va plutôt travailler sur une quantité d'informations. Donc, elles sont moins précises, puisqu'elles partent de données anonymisées, et donc elles sont moins précises. L'idée, c'est peut-être de créer ces cohortes pour entraîner justement des intelligences artificielles sans finalement, et je m'avance un petit peu sur la suite du webinaire, mais sans forcément venir toucher à des questions de confidentialité. Alors, quel est l'intérêt? Et je réponds à la question que tout le monde se pose, évidemment, j'en suis certaine. Oui, le RGPD va trouver tout de même à s'appliquer. Pourquoi? Tout d'abord, comme j'ai souligné juste avant, le règlement général donc, sur la protection des données à caractère personnel va venir s'appliquer aux éléments de conception finalement de données synthétiques ou d'avatars. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même conçus sur la base de données réelles. Donc, à tout le moins, il faut quand même informer les personnes. On ne crée pas une Manon Germes-Brinas sans l'en informer sous son format numérique. On ne lui fait pas un duplicata sans respecter aucune règle. Ensuite, pour l'usage, par contre, des cohortes de données synthétiques ou d'avatars, cela va dépendre finalement du lien. Est-ce qu'on revient, très classiquement avec une application du RGPD, à des données qui vont être directement identifiantes ou indirectement identifiantes? Est-ce qu'on peut en revenir aux personnes? Pour les cohortes de données synthétiques, le lien va particulièrement dépendre finalement de l'étendue de la base de données utilisée pour créer la cohorte. Si elle est très peu quantitative, il va être beaucoup plus facile de revenir aux personnes physiques concernées. Si elle est très étendue, cela va rendre forcément la réidentification plus délicate et permettre de s'éloigner de l'application du RGPD. Alors, c'est le moment aussi pour souligner le fait que l'anonymisation, le fait d'anonymiser complètement, et le terme est choisi, c'est-à-dire que les débats sont encore en cours entre technique et juridique à ce sujet, mais l'anonymisation, c'est le fait de vraiment absolument, par aucun moyen, pouvoir revenir à une personne identifiable.
Et à partir de là, effectivement, on sort du cadre d'applicabilité du règlement général sur la protection des données. Donc ça peut être le cas une fois que si les corps de données synthétiques sont par exemple conçus sur des bases très étendues et que des tests sont effectués. Après, voilà, la notion d'anonymisation est extrêmement complexe à ce jour. Alors, quel est notre rôle finalement dans ces innovations sur la base de données relatives à la santé? Encore une fois, notre rôle primaire va être d'anticiper. Plus on échange avec les personnes mobilisées par le projet, plus on peut donner une idée précise de déploiement dans le temps de la solution et de protéger également la vie privée, donc les personnes concernées, revenir finalement au nerf de la guerre d'application de tout ce qui est réglementation informatique et liberté, c'est-à-dire ne pas oublier qu'on est tous et chacune des personnes et que nous-mêmes, nous n'aimerions peut-être pas que nos informations soient utilisées à toute fin, bien qu'elles puissent être louables, ce qui est souvent le cas en santé. On intervient également pour coordonner. L'idée, c'est qu'on ait une évolution simultanée entre la mise en place du juridique, du légal, c'est-à-dire des contrats, etc., et du technique. Pouvoir voir quels sont les obstacles rencontrés, par exemple, par les développeurs, par les RSSI et les DSI, et également adapter le choix, par exemple, des prestataires. Un de nos rôles majeurs, c'est également l'évaluation des risques, puisque on doit essayer d'innover tout en respectant la confidentialité, les droits de tous et chacun. Et enfin, on documente également les démarches, ce qui garantit finalement la fiabilité des usages de l'innovation. Enfin, données synthétiques avatar, donc au quotidien, quel est l'intérêt finalement d'un avatar? Quels sont les intérêts des données synthétiques? Tout d'abord, il y a un intérêt pédagogique. Aujourd'hui, on peut donc créer des images qui vont illustrer une pathologie, une greffe de cornée, qui vont pouvoir, sans s'appuyer sur une image d'une personne physique opérée, permettre d'illustrer, d'expliquer et également de simuler donc, des interventions et des réactions. Cela permet également d'accélérer les projets de recherche clinique, de tester des hypothèses de manière simultanée, différents scénarios et de restreindre éventuellement des données d'analyse. Enfin, comme déjà évoqué, les données synthétiques notamment permettent d'améliorer la performance de l'IA. Si on entraîne donc des algorithmes sur des données qui sont assimilables à des données réelles, mais sans enfreindre les droits des personnes, on peut aussi restreindre la course à la data, notamment sur le dark web, mais également peut-être s'équiper de bases de données beaucoup plus saines et propres pour avoir des objectifs plus précis dans le codage et le développement de ces systèmes d'IA. Toujours dans cette idée d'innovation, je passe donc la main à Manon qui va vous en dire un peu plus sur ce qu'est le jumeau numérique. Merci Juliette. Donc, on a vu précédemment les données synthétiques. Après, nous avons vu les avatars, l'avatar de données. Maintenant, on va vraiment travailler, voir ensemble le jumeau numérique en santé. Donc, c'est quand même une notion qui revient maintenant en ce moment un petit peu assez souvent, qui ressort de colloques en santé. C'est vraiment la notion phare en santé, c'est l'avenir tout simplement de notre système de santé. Alors, qu'est-ce qu'un jumeau numérique? Déjà, un jumeau numérique, c'est une réplique virtuelle d'un objet, d'un processus, d'un système physique qui va être créé à partir de données en temps réel avec des modélisations avancées. En santé, donc, nous, c'est ce qui vraiment nous intéresse, le jumeau numérique en santé. Donc, c'est un modèle numérique qui va être dynamique. Donc, ça peut être un modèle d'un organe, d'un patient ou alors d'un processus médical, physiologique, qui va permettre de simuler, d'analyser et surtout d'optimiser les soins qu'on va apporter à la personne. Et donc, à terme, alors je ne sais pas quand, mais quand on aura bien développé justement ces systèmes-là, on aura chacun un jumeau numérique qui nous permettra justement d'être soigné, qui nous permettra de vérifier des traitements de santé, de vérifier peut-être ce qu'on aura à l'avenir comme maladie. Voilà, qu'est-ce qu'un jumeau numérique en santé?
Donc, à quoi ça va servir? Comme je vous le disais là, ça va permettre d'améliorer le parcours de soins qui va être spécialisé. On va vraiment partir sur médecine vraiment prédictive. Donc, on va prédire ce qu'on peut avoir et comment on peut être traité. Ensuite, on va optimiser surtout les spécialités hospitalières. Donc, par exemple, on va vérifier au sein d'un... On va prendre un CHU, on va vérifier la zone qu'il occupe et la zone avec les patients qu'il soigne. On va pouvoir analyser les pathologies qui reviennent le plus souvent, et donc on va pouvoir apporter un soin qui va être beaucoup plus spécifique. Vous savez qu'en ce moment, le système de santé repose actuellement encore sur le système de la T2A, donc on fournit des enveloppes à ces fameux établissements de santé en fonction des spécialités qu'ils peuvent développer. Ben là, justement, l'idée, c'est de tourner ce fonctionnement, ce régime, en fonction de la spécialité qu'ils vont développer par rapport à la population visée. Donc, ça va un peu répondre aussi à cet objectif quand on va utiliser le jumeau numérique en santé. Ça va également aussi favoriser un ciblage thérapeutique. Donc, c'est ce que je vous disais, ça va vraiment être peut-être plus précis dans la façon de soigner les patients. Ça va permettre aussi, et ça c'est indéniable, de développer la recherche clinique, parce que peut-être on n'aura pas besoin forcément de collecter des données via le consentement sur des personnes directement, mais on pourra le faire sur des jumeaux numériques. Attention, je n'ai pas dit qu'on n'aura pas demandé l'autorisation ou au moins informer le patient, mais en tout cas, ça permettra peut-être et sûrement d'aller plus vite. Et enfin, ce qui pourra aider en créant le jumeau numérique, c'est surtout d'optimiser des politiques de santé publique, que ce soit nationales, sur un stade européen ou encore au niveau mondial. Voilà, donc on va pouvoir comprendre les maladies, les épidémies et peut-être vérifier, grâce à ces jumeaux numériques, comment on va pouvoir le soigner véritablement pour éviter des vagues comme on a connu pour le Covid-19. Donc là, le jumeau numérique en santé, d'accord, c'est une super solution. Ça paraît, moi je pense que ça paraît très bien à titre personnel, mais il y a quand même une certaine complexité qui est important de mettre en lumière. La première complexité, c'est tout simplement que c'est un système circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que tout simplement, le jumeau numérique ne fonctionne que par la collecte de données. Il y aura donc une première collecte de données, on appelle ça un usage primaire. Donc, on utilise des données de santé pour soigner quelqu'un, on va récupérer ces données. Et ensuite, d'ailleurs, il va y avoir une réutilisation des données de santé. On parle là d'un usage secondaire. Donc, j'ai collecté en tant que praticien des données pour telle finalité. Là, je vais réutiliser ces données pour une autre finalité. Donc, c'est ça l'usage secondaire. Et donc, on est clairement sur un système circulaire où sans cesse les données vont être collectées et vont circuler tout simplement. Ensuite, deuxième complexité, c'est l'enjeu éthique et confiance. Pourquoi? Il y a des enjeux éthiques parce qu'il va falloir être transparent sur le traitement de ces données. Il va falloir indiquer à chaque personne concernée comment les données sont utilisées via ce jumeau numérique en santé. Donc, il y aura toujours une obligation d'information. Alors, on est parti aussi sur le consentement, parce que ça, pour l'instant, ce sont les directives. Mais voilà, il va falloir donc informer et recevoir le consentement pour les personnes concernées. Enfin, troisième complexité, ça va poser sur la qualité des données. C'est indéniable. Il va falloir assurer une standardisation des données pour justement alimenter ce modèle qui va devenir commun, pour assurer justement l'interopérabilité des données. Donc, on a vu cette complexité au niveau technique. Maintenant, on va comprendre qu'au niveau juridique, on n'a pas réellement de qualification. En tout cas, en santé, oui. En France, à ce jour, nous n'avons aucun régime spécifique. C'est normal, c'est en train d'être créé. Les législateurs n'ont pas encore anticipé. C'est pas grave, ça va arriver. On a une initiative en Europe avec les Virtual Human Twins. Donc là, tout simplement, ils essayent d'expliquer au niveau européen qu'ils veulent créer donc, des jumeaux numériques et ils vont essayer de collecter des idées parmi les États membres et parmi des commissions, des grands groupes pour justement récolter des idées pour mettre en place justement un cadre juridique protecteur justement pour ces jumeaux numériques. Donc, il va falloir comprendre aussi que pour avoir un système juridique fort, une qualification juridique, il va falloir avoir une approche transdisciplinaire du droit, donc entre le droit de la propriété intellectuelle, parce que là, on est sur une création numérique, donc il va falloir savoir qui est propriétaire donc, de cette nouvelle avancée. On va aussi lier ce droit à celui de la protection de la donnée, mais aussi au droit des contrats. Et il faut savoir qu'on a une jurisprudence qui va être propre à cette technologie, mais qui est en train d'émerger et qui demeure donc en construction. Donc c'est normal si on n'a pas encore les réponses sur l'aspect juridique.
Quelles interrogations nous avons sur ce cadre juridique? Tout simplement, on en a parlé au début avec Violette, c'est ce fameux principe de minimisation. Si on écoute le RGPD, et on doit l'écouter, mais si on s'en réfère au RGPD, on applique un principe de minimisation, notamment pour les données de santé. Or, pour la recherche clinique, notamment comme le rappelait Violette, et surtout pour les jumeaux numériques, il nous faut une quantité massive de données. Donc, il nous faut une collecte massive de données. Donc, est-ce que ça n'irait pas à l'encontre du principe de minimisation de données? On serait donc en train de dire, d'accord, on va collecter une masse de données pour comprendre les maladies des personnes, les futures maladies, mais quand on va collecter ces données, on va prendre aussi des données comme l'environnement de la personne, l'environnement social. Donc, ça va un peu sortir du cadre de la santé, même si ça a pour objectif de soigner la personne et de comprendre ce qu'elle peut avoir. Donc, premier principe auquel on peut se heurter, c'est celui de la minimisation des données. Deuxième interrogation, ça va être sur la base légale. Il faut savoir que la CNIL a préconisé de partir sur la base légale du consentement, donc ces fameuses bases légales de traitement de données du RGPD. Est-ce qu'on peut réellement partir sur un consentement? Est-ce qu'on peut baser l'application du jumeau numérique sur le consentement d'un patient, en sachant que le jumeau numérique va nous permettre de comprendre et comment on appelle ça, définir des politiques de gestion de certains établissements de santé, mais aussi conduire à comprendre et à améliorer des politiques publiques de santé. Est-ce qu'on doit réellement se baser que sur le consentement? Parce qu'on a quand même une obligation de se permettre à chacun de se soigner. Est-ce qu'on doit vraiment partir sur le consentement? À y réfléchir. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des bases légales qui vont nous permettre justement de collecter ces données pour le bien commun, pour l'intérêt légitime, l'intérêt public, soigner les personnes qui sont atteintes de certaines maladies ou autres, ou pour peut-être comprendre des épidémies. Donc ça aussi, il va y avoir des discussions avec les organismes qui sont référents à la protection des données pour voir justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour permettre aux soignants, aux chercheurs d'utiliser ces données. Donc, justement, pour que ces solutions puissent exister de manière pérenne, donc à l'absence de cadre clair juridique, donc nous, en tant que DPO, on va tout le temps préconiser une information claire et dynamique pour les patients. Quand je dis dynamique, c'est OK, vous allez collecter à plusieurs moments de la vie du patient des données, mais il faut que le consentement, pour l'instant, vu qu'on n'a pas autre chose, soit dynamique, donc on revienne à chaque moment de collecte pour qu'ils soient au courant du traitement de données qui ont lieu sur leurs données de santé. Ensuite, on va devoir garantir des mesures de sécurité robustes, notamment pour le stockage des données. On va devoir également identifier la bonne base légale qui va nous permettre de répondre aux exigences du RGPD. Et enfin, on va s'assurer de l'existence d'un contrat juridiquement encadré avec les différents prestataires, partenaires plutôt. Parce que quand on parle de jumeaux numériques, il va y avoir des entités qui vont fournir ces données. Et donc, il faudra forcément encadrer ces fameux contrats. Vas-y, Violette. Ah voilà, merci, pardon. Et donc, pour conclure, et on reviendra sur vos questions, ne vous inquiétez pas. Pour conclure ce webinaire, donc on l'a bien vu, on a vraiment une donnée de santé qui va être au cœur d'enjeux juridiques, éthiques et technologiques. Donc, le RGPD a posé un cadre, très bien. Le Code de la santé également est venu à rajouter des modalités et un encadrement et bien d'autres normes encore. Donc, ce sont les normes que Violette nous a présentées. Tout ça pour justement assurer la protection de cette donnée sensible qui est la donnée de santé. On part aussi également en données de santé, on vise ces innovations justement qui vont être utilisées via les données synthétiques, les jumeaux numériques, et ça va nous permettre justement de partir sur une personnalisation des soins et de développer de plus en plus la recherche. Mais n'oublions pas, et c'est l'objectif un peu de notre mission et de notre webinaire, c'est que l'innovation ne doit pas oublier les fondamentaux juridiques, les fondamentaux au niveau de la loi, mais par contre aussi, et ça marche dans les deux sens, les règles juridiques ne doivent pas empêcher l'innovation. Donc ça doit justement vous permettre d'innover et protéger les entités, les acteurs et surtout l'innovation qui va être mise en place. Donc dans ce contexte-là, le rôle du DPO est central. Il ne doit pas être vu comme
comment on appelle ça, comme une personne qui va vous bloquer dans vos process. Bien au contraire, le DPO, c'est celui qui va trouver l'équilibre entre ce que vous pouvez faire et permettre l'innovation. Évidemment, l'objectif, ça va être un peu pas de contourner, mais bon, d'essayer de correspondre à chacun, aux envies de chacun et aux besoins de chacun, et surtout d'accompagner les acteurs de la médecine de demain dans vos nouveaux projets qui sont innovants, et surtout de vous faciliter la tâche, de faciliter les contrats et l'encadrement le juridique. Donc, ce qui est important de dire, c'est que l'innovation en santé, elle ne va pouvoir se développer que si on s'appuie véritablement sur un cadre de confiance qui sera solide et respectueux des droits des personnes, parce que ce sont ces patients que l'on doit, ces personnes concernées que l'on doit avant tout respecter. Donc, merci pour votre écoute, et nous sommes évidemment disponibles pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc, vous le voyez, on ouvre également des perspectives et des réflexions, puisque finalement, le droit s'appuie aussi sur les pratiques de maintenant et les questions qu'on peut se poser en mettant en place des solutions innovantes. Je vois qu'on a des commentaires très intéressants et des questions précises. Alors, pour les questions précises, je vous demanderai de nous les adresser directement à l'adresse donc de DPO Consulting, l'adresse donc secteur santé. Je ne sais pas si Manon, tu as l'opportunité de la mettre dans les commentaires. Mais non, on pourra la mettre après. On vous mettra une adresse à laquelle vous posez la question. En soi, des questions très intéressantes relatives donc aux jumeaux numériques. Et cette question, donc, comment éviter que la réglementation ne devienne une perte de chance pour le patient? Justement, je me permets, justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire là. L'objectif, ce n'est pas du tout d'imposer une réglementation et on verra ce qu'on fait pour le patient. L'idée, c'est tout de même de pallier le besoin et le cadre juridique. Mais par contre, c'est pas parce qu'on a une vision vite, on va apporter un traitement pour telle pathologie pour les patients qu'on est libre de tout faire sur les données de santé. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'ailleurs, il y a une responsabilité pour le promoteur de la recherche ou pour les soignants, les chercheurs. Si vous collectez des données en masse, que vous n'assurez pas une sécurité et que vous n'assurez pas une transparence des données, l'utilisation des données que vous réalisez, donc c'est moi plutôt, si vous n'apportez pas de transparence sur la finalité des données, vous allez être dans tous les cas sanctionné. Pourquoi? Parce que les données de santé, ce sont les données actuellement qui sont le plus volées, piratées. Donc déjà, il y aura une sanction financière pour l'organisme, le promoteur, et derrière, il y aura une sanction par la CNIL qui va vérifier que les mesures de sécurité n'ont pas été mises en place pour assurer une sécurité propre. Et donc, évidemment, ça va ralentir la recherche, ça va peut-être, ça va ralentir toutes ces avancées et ça ne va pas permettre de trouver des remèdes justement sur ces fameuses recherches pour les patients. Donc, c'est pour ça. L'idée, c'est d'être conforme dès le départ pour assurer justement un bon développement de ces médecines. Voilà, c'est juste ça. Il ne faut pas vraiment le voir comme étant un piège, bien au contraire. Sur la question relative du coup à la médecine de système qui détecte donc des dérives pathologiques 10 ans avant les symptômes ou qui détecterait en tout cas vrai ou supposé, chaque système d'innovation informatique doit encore être validé et dans le domaine de la santé, ça demande du temps. Est-ce que le cadre juridique est prêt actuellement? C'est en débat depuis plusieurs années. Soit on utilise en fait des régimes existants dans lesquels on assimile les nouvelles problématiques et pour lesquelles des décisions d'autorité de contrôle interviennent, soit on crée des réglementations au risque effectivement de créer peut-être une forme de cumul et de millefeuille. Il convient néanmoins de rappeler une chose très simple, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions, on ne soigne pas les personnes contre leur gré, le tout étant d'informer, d'obtenir à tout le moins l'adhésion, si ce n'est le consentement lorsqu'il est nécessaire, pour pouvoir anticiper. Le risque majeur
reste la dérive, puisque si on anticipe un état de santé potentiel par rapport à des données, par exemple, génétiques, liées au cholestérol, au diabète, etc., peut-être qu'on ne soigne plus la personne, mais au contraire, on l'empêche éventuellement d'accéder à d'autres droits, des prêts bancaires, voilà. Donc il faut voir comment peuvent être utilisés le fruit des innovations et bien définir au départ les objectifs. A priori, en tout cas, c'est extrêmement intéressant. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. On va vous transmettre l'adresse dédiée du pôle santé. On vous remercie pour toutes ces interrogations et c'est l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir.